Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Oyunchi Mekshagdar. Je suis chef de équipe R&D au sein de l'Institut Vedicom, et je suis aussi responsable du projet 5G Mobix du site français. Donc, je démarre la section de cette matinée en introduction du projet 5G Mobix. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais bien mettre un petit focus, petit éclairage sur le contexte de la journée, la mobilité automatisée et la 5G. À première vue, ce véhicule qui se fond dans la circulation versaillaise ressemble à n'importe quelle autre voiture. À un détail près, elle se conduit toute seule. C'est une première en zone urbaine. Grâce au soutien de Versailles Grand Parc, une voiture autonome créée par Vedecom est capable de s'orienter, de se diriger, de s'arrêter et de repartir sans intervention du conducteur. L'Institut de haute technologie pour la transition énergétique Vedecom rassemble des acteurs publics et privés comme les groupes Renault, PSA, Safran, Valeo ou l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La voiture peut se conduire de manière classique, mais en appuyant sur ce bouton, elle devient entièrement automatique. Plusieurs capteurs prennent alors le relais. Le véhicule se repère dans l'espace d'après un parcours de 2 km autour de la gare Rive-Gauche et du château de Versailles, préalablement programmé dans l'ordinateur de bord. Il est capable de gérer les obstacles de manière autonome. Une simple pression sur les pédales ou le volant permet au conducteur de reprendre la main. Sur les tablettes tactiles embarquées, des informations apparaissent au fur et à mesure du trajet. Une projection de ce que pourront être les visites guidées et autonomes de demain. Le test de la voiture Vedecom va durer 2 ans dans le centre-ville de Versailles, en partenariat avec l'Aglo. Très engagé dans la valorisation des entreprises de son territoire, Versailles Grand Parc accompagne les grands projets innovants en termes de mobilité. Voilà. Donc, nous connaissons tous les bénéfices de la mobilité automatisée. Donc, amélioration de la sécurité, amélioration de l'accessibilité, mobilité plus silencieuse et moins polluante, amélioration de la fluidité du trafic et l'utilisation de terrain, et une liberté et un confort accru. Donc, selon le 3GPP, les cas d'usage de la mobilité automatisée incluent conduite coopérative avancée, donc qui permet les véhicules et infrastructures à proximité partagent leur intention de conduite et les données obtenues leur capteur, ce qui permet aux véhicules de coordonner leurs manœuvres. Okay. Deuxième cas d'usage, platooning, permet aux véhicules de former dynamiquement et de se déplacer en groupe. Troisième cas d'usage, capteur étendu, l'échange de données brutes ou traitées recueillies par des capteurs locaux entre les véhicules et l'infrastructure et les serveurs d'applications V2X. Et ensuite, dernier cas d'usage, conduite téléopérée, un conducteur à distance ou une application, ça peut être une application, est capable de manier un véhicule à distance. Donc voilà, on connaît tous ces cas d'usage plus avancés. Donc, encore selon le 3GPP, l'exigence de ces cas d'usage en termes de débit, latence, fiabilité et couverture sont montrés dans le tableau. Et si on aimerait bien regarder vis-à-vis de la technologie d'aujourd'hui. Donc d'abord, en termes de débit, les cas d'usage nécessitent au moins 10 Mbps. Si on regarde la technologie Wi-Fi véhiculaire, ITS G5, il donne à peu près 6 Mbps. Effectivement, c'est un peu compliqué. Si on regarde en termes de latence, il demandera maximum 100 millisecondes. Bon, les latences confirmées, entre guillemets, par la technologie 5G, on peut avoir une latence
On peut avoir une latence très courte, mais aussi on peut avoir une latence très longue, la 4G. Donc la 4G aussi peut être un peu compliqué pour ces cas d'usage-là. En termes de la couverture, certains cas d'usage nécessitera une couverture très longue. Et là, bien sûr, le Wi-Fi véhiculaire devient encore compliqué. Donc, selon les performances attendues de la 5G, il me semble que la technologie 5G est plus intéressante pour ces différents cas d'usage. Bien sûr, les derniers points, fiabilité, les cas d'usage nécessitent fiabilité presque 100%. Utilisant une seule technologie peut être un peu compliqué, même si c'est la 5G. Mais on commence par la 5G, peut-être une bonne idée. Voilà. Bien, effectivement, la 5G, on attend beaucoup en termes de débit, en termes de couverture, en termes de latence, grâce à ces différents facilitateurs de la technologie, y compris le nouveau spectre radio, beamforming, slicing, edge computing, etc. Donc, dans le projet 5G, on a surtout utilisé la partie MEC et on utilise aussi de spectre mi-bande ou le millimeter wave. Donc, ce millimeter wave, c'est plus intéressant si on va avoir un débit très élevé. Par contre, la couverture elle va être réduite. Et le mi-bande, par contre, on peut avoir à peu près correct en termes de débit, en termes de couverture. Voilà, en lien avec tout cela, l'Europe a développé, défini une stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente. Et il y a certains objectifs à l'horizon de 2030, par exemple, la mobilité automatisée sera déployée à grande échelle en Europe. Dans ce contexte, il faut soutenir des déploiements à la gestion de sites ITS, en français STI, aussi que la mobilité connectée et automatisée durable dans toute l'Europe. Et l'Europe, il fait focus surtout l'utilisation transfrontière de véhicules automatisés. Donc, laissant les pays européens développent la technologie, le déploiement dans le pays lui-même, et l'Europe, il est plus intéressé entre les frontières de différents pays européens pour que l'on arrive à avoir une mobilité toute l'Europe, mobilité automatisée toute l'Europe. Et aussi dans la stratégie, on fait focus sur la 5G. Donc, il faut développer la technologie, déployer la technologie qui offre effectivement un large éventail de services pour la mobilité automatisée. Voilà. Du coup, dans ces contextes, dans cette vision, l'Europe est financée, appelle prochainement, financer 3 projets, 5G Croco, 5G Carmen, 5G Mobix, pour pouvoir valider de la technologie 5G pour la mobilité automatisée, pour identifier les problèmes et les obstacles qu'on peut avoir pour d'utilisation de la 5G pour mobilité automatisée, et ensuite, surtout ciblant les scénarios transfrontaliers ou dans les zones où l'analyse montre qu'il y a une rentabilité est inexistante ou mineure. Voilà, donc une zone plutôt rurale. Voilà pourquoi on a ce projet, on travaille dans le projet 5G Mobix. Donc 5G Mobix, c'est un très grand projet avec 58 partenaires de 11 pays européens et 9 partenaires de Chine et du Corée du Sud. L'objectif, encore une fois, tester les fonctionnalités des véhicules automatisés le long des corridors transfrontalières et des sites essais urbains. Et identifier les défis de la 5G dans le contexte de la mobilité automatisée. Voilà le calendrier du projet. Projet démarré 2018 pour 3 ans, mais aujourd'hui on a 2022. On a dû prolonger le projet à cause du Covid, à cause du retard de déploiement de la 5G, etc.
Par exemple, en France, le réseau 5G sont déployés en 2020, alors les projets démarrent en 2018. Donc, on ne pourrait pas faire toute cette expérimentation, identification des challenges, etc., avant le date prévue de 2021. Voilà. Donc aujourd'hui, le projet consiste de deux phases, préparation de tests et trialing, et ensuite le trialing. Et aujourd'hui, on a dans la deuxième phase de trialing et expérimentation. Voilà. Donc le projet 5G Mobix consiste de plusieurs sites. Site corridor transfrontalière, donc entre Espagne et Portugal, là ici, et entre Grèce et Turquie. Et il y a 4 sites européens, donc France, le site français, site finlandais, site allemand et site Pays-Bas. Il y a 2 sites d'Asie, en Corée du Sud et en Chine. On travaille par les différents trial tests principalement exécutés sous le réseau 5G NSA, non standalone, donc les réseaux contrôlés par le cœur de réseau 4G. Donc les objectifs, le challenge important du projet, c'est effectivement identifier les difficultés, les défis de principaux de la 5G pour la mobilité automatisée. Donc dans le projet 5G Mobix, nous avons identifié 13 cross-border issues, un défi. Et ensuite, nous avons aussi identifié un ensemble de solutions pour résoudre ces différents challenges, défis. Donc, dans ces solutions, on a proposé, on teste sur différents sites. Donc, voilà. Voilà la liste de différentes cross-border issues et consider solutions. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Bon, en termes de différents challenges, défis, on peut avoir des difficultés, surtout à cause du roaming, au handover. On change le réseau, on va avoir délai, on va avoir interruption de service qui peut être problématique pour le service de connectivité et automatisé. On peut avoir aussi des faibles couvertures de réseau 5G sur une zone rurale ou transfrontalière. C'est là aussi être en difficulté pour assurer les mobilités connectées, le conduite véhicule automatisé pour rouler entre deux pays ou dans une zone rurale, etc., etc. Il y a beaucoup de choses problématiques, de challenges qu'on peut avoir avec la technologie. Donc, différents sites regardent les différents défis et aussi les solutions. Donc, je rentre maintenant la présentation, l'introduction du site français du projet. Donc, les sites français, on a déjà mentionné ici en bas, hein, le partenaire Vidécom et le coordinateur, le responsable du site. Vidécom travaille avec notre partenaire AK, Catapult et Value. Donc, on utilise la 5G NSA et aussi de satellites, je parlerai un peu. Et nous allons en plus différents types de véhicules, véhicules autonomes connectés, véhicules connectés, véhicules non connectés. Nous avons développé, Vidécom et Value ont développé des unités embarquées de véhicules avec les technologies 5G et autres technologies. Notre partenaire Catapult aussi fournit de terminaux satellitaires et aussi les routeurs intelligents pour pouvoir utiliser différents réseaux, différentes technologies en même temps. On a aussi des infrastructures développées, déployées, donc 3 caméras débarquées, le LIDAR, le MEC et ainsi le cloud. Voilà. Donc les tests expérimentation, nous avons fait sur site Tecmo de Utah et aussi ici à Satori. Et aussi, on a fait beaucoup d'expérimentations sur route ouverte. Surtout cette zone, cette Yvelines, Versailles, Guyancourt, etc. Donc j'explique d'abord le cas d'usage que nous avons testé dans le site français. Donc, le nombre de cas d'usage, c'est conduite avancée
assisté par l'infrastructure dans un trafic hybride. Donc, l'objectif des cas d'usage, c'est vraiment infrastructure, dans notre cas MEC. Il assiste les véhicules autonomes. Il a une intelligence, il y a une perception, et il a aussi une intelligence suffisante pour vraiment assister le véhicule autonome. Donc, pour cela, avec deux objectifs, il va assister le véhicule pour s'insérer dans la circulation hybride. Donc, on est intéressé pour le zone d'insertion. Et aussi respecter le code de la route, par exemple la limite de vitesse ou certaines voies est interdit en mode autonome, etc. Donc, le cas d'usage, nous avons deux phases dans le cas d'usage. Dans la première phase, MEC, il va développer d'abord, établir une perception étendue en collectant des données de la part du véhicule, donc les messages visuels que certains d'entre vous connaissent, CAM, CPM, etc., mais aussi des données des capteurs de l'infrastructure. Il va établir, ensuite, il va fusionner ces données et avoir cette perception étendue et analyser le risque. Est-ce qu'il y a des risques de collision ou pas? Et ensuite, si nécessaire, il va guider de véhicules autonomes pour changer le voie. Donc, qu'est-ce que nous sommes surtout intéressés? Imaginons, il y a oh là, ça ne marche pas. Voilà. Véhicule conventionnel, il essaie d'insérer. Il n'est pas connecté, il n'y a rien. Donc, on a un capteur détecte le véhicule conventionnel. Le MEC, l'information est envoyée par MEC. Et MEC aussi reçoit des différents messages des autres véhicules connectés et autonomes. Elle va analyser la situation. Et s'il considère que c'est trop risqué, il y a un risque de collision, il demandera au véhicule autonome de changer les voies, utilisant un message MCM. Une fois le message est reçu dans le véhicule autonome automatiquement change le voie. Donc, il n'y a pas de humain, ni dans le MEC, ni dans le véhicule. Tout est automatisé. Dans la phase 2, c'est pareil, MEC va établir perception étendue. Ensuite, il peut aussi avoir des informations de la part du gestionnaire de trafic, disons, voilà, cette voie, la limite vitesse de cette route est 50 km/h, 70, etc. Et aussi, cette voie de gauche, il est interdit en conduite autonome, etc. Donc, basant sur ces différentes informations, le MEC va ensuite guider le véhicule autonome encore pour, si nécessaire, changer les voies, si nécessaire, réduire la vitesse ou augmenter la vitesse, pour que le véhicule autonome respecte le code de la route. Voilà, c'est le cas d'usage. On a testé et vous allez avoir démonstration de cas d'usage après le déjeuner. Donc, le site français, nous avons testé sous différents réseaux 5G, réseau de CDF, et réseau de Bouygues et réseau de Orange. Donc, un site techniquement sur route ouverte et aussi un Saturn. En termes de véhicules, comme j'ai déjà mentionné, on utilise plusieurs véhicules autonomes, non autonomes, connectés, non connectés. On a développé des unités embarquées. On a aussi développé pas mal d'applications logicielles de V2X et autres logiciels qui sont nécessaires pour la validation des systèmes. Donc la client de KPI, on a besoin de mesurer la performance, donc on a besoin de développer les logiciels pour cela. Aussi les clients de Kiosk Prediction, j'en parlerai un peu après. En termes d'infrastructure, et deux MEC, TDF, MEC AK, deux serveurs cloud, VDCom, Catapult, capteurs débarqués, des applications. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai déjà mentionné, le challenge du projet, c'est identifier les difficultés, les défis de la 5G pour la mobilité automatisée. Donc, le site français, nous on regarde le besoin de la connectivité et la qualité des services.
pour les véhicules mobilité automatisée, c'est absolument nécessaire que le service on continue. Il n'y a pas de moment d'interruption de communication. Le véhicule autonome doit être toujours connecté, toujours on arrive d'atteindre les véhicules, on arrive de surveiller les véhicules autonomes, on arrive de communiquer avec les véhicules autonomes. Donc c'est la continuité des services de communication absolument besoin. Deuxième point, c'est la qualité des services. On peut avoir des problèmes parce qu'on change le réseau, on peut avoir le changement soudain de la performance. Donc, c'est important de débit reste stable, si possible. Au moins, le véhicule sache s'il y a débit va dégrader. Au moins, il sache en amont pour qu'il arrive de contrôler ses applications. Donc, ces deux points, nous sommes intéressés. Donc, pour cela, premier défi, c'est le délai du roaming et handover. Pour ça, nous considérons une solution de seamless connectivité utilisant une solution multisim. Donc, le véhicule va être équipé avec 2 cartes SIM et il va d'abord connecter sur un réseau, premier réseau. Ensuite, s'il détecte le deuxième réseau, utilisant le deuxième carte SIM, il connecte le deuxième réseau. Donc, à un moment, il est connecté à 2 réseaux en même temps, et si nécessaire, il peut laisser tomber le premier réseau. Comme ça, idéalement, il n'y aura pas d'interruption, il n'y a pas de délai à cause du roaming et handover parce qu'il est toujours connecté. Ça, c'est une première solution, on teste. Deuxième point, on est intéressé, c'est faible couverture de radio. On peut avoir, parfois, il y a le réseau, il n'y a pas de couverture radio. Dans ces cas, on considère utiliser un réseau satellitaire. Troisième point, comme j'ai mentionné, changement soudain de la qualité de communication. Pour cela, on regarde comme de possibilités de prédire la qualité des réseaux et notifier, avertir au véhicule autonome pour qu'il arrive de changer ses comportements de débit de data rate, d'application, etc. Voilà pour la solution 1. La connectivité multisim. Donc, véhicule connecté l'utilise, comme j'ai déjà mentionné, de multisim. Et cette multisim, cette solution marche grâce à un routeur intelligent. Donc, la connexion, le véhicule va connecter simultanément à 2 réseaux 5G. Grâce à cela, on peut réduire ou voir même suppression de délai lié au roaming et handover. Deuxième point, c'est possibilité, c'est agrégation de connexions multiples. Comme on peut utiliser de plusieurs réseaux en parallèle, on peut avoir un débit plus élevé. Ça, c'est côté véhicule. Hein. Ça, côté véhicule, utilise multisim parce que c'est lui qui bouge. Côté récepteur, en serveur, il a besoin de bien sûr fusionner de paquets reçus sur différentes technologies, différentes connexions. Si nécessaire, il fait des réordonnancements de paquets pour bien recevoir, les applications arrivent de bien recevoir le message, les données. Deuxième solution, on utilise pour la faible couverture de réseau, la radio, on teste est-ce que c'est possible d'utiliser la technologie satellitaire. Donc, nous, on utilise avec notre partenaire Catapult, Iridium Certus, qui est le premier low orbit satellite déployé et aujourd'hui, les couvertures mondiales sont 100%. Donc, on utilise ces technologies. Des seules technologies est disponible, entre guillemets, n'importe où, n'importe quand. Voilà. Voilà, pour ça, on a un véhicule autonome équipé encore, bien sûr. À la base, c'est la 5G, mais à un moment, c'est nécessaire, on utilisera technologie satellitaire. Donc, unité embarquée 5G, terminal satellitaire, et encore routeur intelligent, c'est lui qui gère les différentes connexions. Troisième point, adaptative QS ou predictive QS. Comme j'ai déjà mentionné, la motivation, c'est le changement soudain des performances de communication.
à la frontière en raison de handover, roaming et aussi de deux réseaux de opérateurs pourraient utiliser complètement différents des spectres radio. Par exemple, un côté utilise millimeter wave, l'autre côté utilise mi-band. On va forcément avoir un chute de débit parce que millimeter wave peut donner un débit très élevé. À côté, le sub 6 gigabits de débit, il n'est pas très élevé, etc. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons fait? On travaille toujours sur ce point, que on va prédire. Le manager QS, lui, il prédit les performances de communication basant sur la base d'un modèle d'apprentissage automatique à partir des données collectées de véhicules. Donc, nous, on roule beaucoup pour les tests and trialing. On en arrive d'avoir beaucoup de données. Du coup, on utilise des modules machine learning pour essayer d'apprendre la qualité de réseau sur différentes positions, voilà, en fonction des fréquences utilisées sur cet endroit, la position. Voilà, et on va regarder, on regarde énormément nombre de caractéristiques en feature dans le machine learning. Ensuite, une fois il prédit, il va demander véhicule, il va envoyer un véhicule, un message de modification, on appelle IQN, in Advanced Quality QS Notification, pour demander de changer quelque chose, changer les débits de l'application, ou si nécessaire, réduire les vitesses, si ces débits vraiment ne suffit pas, peut-être le véhicule a besoin de rouler plus lentement, etc. Donc ça, c'est le concept. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans notre site? C'est nous, on regarde plutôt partie là, le contrôle de débit, contrôle des data rates, pas contrôle de vitesse. Ensuite, on travaille en site France, travaille en France, regardons ces différents défis et proposons les différentes solutions. On a aussi doit contribuer le vrai site transfrontalier. Donc, nous avons contribué au site Spain Portugal avec notre solution multisim. On teste donc l'espagnol et le portugais, ils testent vrai de single SIM, solution single SIM, donc une solution classique, véhicule équipé avec une seule carte SIM. Donc, ils doivent vraiment faire des handovers, vraiment faire de roaming. Donc, et en plus, la situation sur entre Espagne et Portugal, le réseau espagnol Telefónica, le réseau Portugal Nord, leur couverture, il y a des faibles couvertures entre deux réseaux. Donc, c'est très problématique. Et là, on est intéressé de montrer qu'est-ce que ça donne, notre solution de multisim. Deuxième point, aussi, véhicule français, équipé avec nos logiciels, entre guillemets, français, doit aller en Espagne, Portugal, pour vérifier tout est interopérable. Avec, bien sûr, le véhicule d'Espagne, Portugal, même si on suit le standard a priori, c'est bon, mais aussi d'autres niveaux, avec l'infrastructure, tous les aspects. Quand on utilise la 5G, on utilise le MQTT, tas d'applications développées de différents pays. On doit tester bout en bout, tout est fonctionnel, interopérable ou pas. Voilà, c'est cette deuxième contribution que nous avons fait. Oui, bonjour. Je n'ai pas très bien compris comment vous arrivez à gérer une latence voulue de 1 à 10 millisecondes avec un cœur de réseau 4G. C'est le Mobile Edge Computing qui fait ça? Alors, ça c'est les performances attendues de la 5G. Et la 5G, premier temps, le mode de déploiement c'est NSA, non-standalone. Donc, réseau 5G, radio 5G est géré par le cœur de réseau 5G. Donc, on ne pourra pas, effectivement, dans ces cas, à un 5 millisecondes de délai. Potentiellement, quand on va avoir un vrai 5G avec standalone, où il y a cœur de réseau lui-même aussi la 5G, on devrait avoir
Mais l'objectif de la 5G, c'est justement valider quelle est la performance de la technologie 5G aujourd'hui. Et est-ce que c'est bien pour les véhicules autonomes et connectés? Donc, je vais montrer à la fin quelques résultats où on n'a jamais réussi d'avoir 1 à 5 millisecondes de délai aujourd'hui. Donc, vous allez voir. Donc, voilà. Mais du coup, là, toutes les... Quand vous allez de France jusqu'au Portugal, ce sont à chaque fois des stations de base classiques. C'est pas des stations de base dédiées avec du... Les stations de base, du coup, les deux côtés, ils ont bien sûr... Il n'y a pas votre pile de protocole dedans? Les deux côtés, le NOS et l'opérateur espagnol Telefónica, ils ont installé, déployé station de base expérimentale pour le projet 5G. Voilà. Du coup, station de base, il y a toujours deux stations de base, station de base 5G, station de base 4G, pour pouvoir contrôler le réseau 5G par le cœur de réseau 4G. Donc voilà. Donc, chaque côté, mais avec le Mobile Edge Computing dont vous avez Mobile besoin. Edge Computing aussi intégré, bien sûr. D'accord. Voilà. Bon, merci. Merci. Oui, d'accord. Oui, bonjour. Lionel Atariani, Nokia Bell Labs France. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais juste, vous auriez une idée à peu près de la répartition géographique des edge en termes de distance, de couverture de distance par rapport à un edge? Qu'est-ce que vous avez comme couverture de edge en termes de distance? Qu'est-ce que... Dans le projet 5G Mobix? Oui, qu'est-ce que, même que vous envisagez comme... Vous envisagez de mettre des edge, je ne sais pas, tous les 10 km, tous les 100 km, tous les... Vous avez une ordre d'idée, non? Pour le site français, on a un mec juste à côté de notre TDF, mais mec TDF installé juste à côté du réseau. Oui. Et ensuite, on a, on va dire, mec Far Edge, qui est bien plus loin, installé à l'Institut, ici. Donc, on a 2 mecs. Ça, c'est pour le site français. Donc, il y a un premier mec qui est très proche, vraiment collé avec les stations de base. Et le deuxième mec est plutôt loin. Et côté Espagne, Portugal, ils ont installé aussi mec espagnol proche à leur station de base et mec portugais qui est aussi proche à leur station de base. La distance entre 2 stations de base, tu peux dire pas combien kilomètres? Alors, c'est une grande bridge, un pont entre... Je vais vérifier la distance entre les deux. Pour précision, on est bien d'accord que vous déployez les mecs proches des cas d'usage pour diminuer la latence. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Mais on aussi regarde, peut-être c'est pas toujours possible d'avoir mecs partout à côté. Donc on regarde la possibilité d'avoir Far Edge, même dans les clouds, et quels sont les impacts. C'est aussi l'objectif du projet. Voilà. Très bien. Et juste une dernière question, j'espère pas trop technique, mais dans le cas du multi-SIM, vous utilisez 2 SIM ou plus que 2 SIM? On utilise 2 SIM. 2 SIM. Et vous gérez, vous utilisez ces 2 SIM pour faire du failover? Je veux dire, en cas de perte d'une connexion sur un des SIM, vous faites le relais sur l'autre ou vous utilisez juste pour le handover? Vous ne savez pas, non? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise un routeur intelligent et on a 2 modems 5G, chacun la carte SIM. Donc, le routeur intelligent peut gérer plusieurs connexions en parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est intéressé? Il y a deux cas en test. Premier cas, c'est les cas link aggregation. Ça veut dire je suis en Espagne, je suis connecté avec ma carte SIM espagnole sur le réseau espagnol. Je commence à capter le réseau portugais, je déjà utilise le deuxième carte SIM. Donc, à un moment, j'utilise 2 SIM, 2 réseaux en parallèle. Oh, pardon. Ensuite, une fois que je suis en Portugal, je vais perdre la première connexion, donc tranquillement, je vais utiliser le deuxième carte SIM. Ça, c'est link agrégé. Donc, il y a un moment, j'utilise 2 réseaux en parallèle, en même temps. Deuxième cas, on teste aussi la link sélection. Je vais sélectionner deuxième, mais toujours décidé par le routeur intelligent. Essaye de ne pas trop perdre le paquet, mais voilà. Très bien, merci.
Merci. Bonjour, Eric Lacombe, Nokia Bell Labs également. Bonjour. J'ai une question par rapport au réseau public et privé. Je comprends que dans le projet Site France, il y a 2 opérateurs publics et un opérateur privé. Et je voulais savoir si ça faisait partie des objectifs du projet Mobix que d'analyser différentes configurations de réseaux privés et l'interopérabilité public-privé. Exactement ça, exactement. Donc, objectif du projet 5G Max, l'objectif du call lui-même, pour comprendre, pour pas montrer, OK, 5G, il est parfait. Non, c'est pas ça. Vraiment montrer, il est où les limites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça. Donc, on regarde toutes les possibilités, réseau expérimental, réseau public, mec, vraiment vrai mec, femme mec, on regarde tout. Je suis Camille Plastan, chargée de projet européen à VDCom, et au niveau de 5G Mobix, je suis responsable du work package sur les expérimentations. Donc tout ce qui va être coordination entre les différents sites et corridors au niveau du projet. Donc je vais vous parler là des différents tests, des phases de tests qu'on a faites au site français. Comment? Oui, pardon, excusez-moi. Donc sur ce slide, vous pouvez voir la méthodologie des expérimentations qu'on a développées au niveau du projet, qui ensuite a été adaptée et spécifiée par chaque site individuellement. Donc bon, c'est un diagramme qui, en gros, pour résumer, vous montre qu'on a eu plusieurs phases de développement et de spécification de donc, ce qu'on allait faire, ce qu'on allait intégrer, ce qu'on allait développer. On a eu ensuite donc, la Early Trial Phase, qui est toute la phase où on a fait les tests de manière plutôt séparée afin de valider et de pouvoir entrer dans la dernière phase d'expérimentation, qui est celle qu'on est en train actuellement de conclure, qui est la phase durant laquelle donc, tous les systèmes étaient validés et intégrés, et durant laquelle on fait la collection des données afin qu'elles soient ensuite analysées et interprétées. Donc, comme l'ont rappelé Oyun Chimeg et Eric précédemment, on a eu plusieurs challenges à surmonter, notamment liés à la crise, à la pandémie et au confinement successif, ce qui fait que la deuxième phase, la phase du milieu, a été un petit peu plus longue que prévu, et les expérimentations finales ont dû être retardées et allongées et ont pu réellement débuter à partir de fin 2021 et pour le site français plutôt à partir de début 2022. Avant ça, on était plutôt dans des phases de tests et des développements. Concrètement, au niveau du site français, donc, bon, c'est le planning des différentes itérations que nous avons faites depuis 2021. Donc, comme vous pouvez voir, on a eu plusieurs périodes d'itération durant lesquelles on intégrait, on testait les différents cas d'usage. Également les contributions au site, au corridor transfrontalier Espagne-Portugal. Donc on testait évidemment localement. Et on a pu se rendre le mois dernier, donc en mars 2022, à la frontière pour tester nos cas d'usage à la frontière. Et également, depuis à peu près début 2022, tous les tests qu'on fait sont les tests les plus complets qu'on peut faire en vue de collecter et d'analyser les données. Donc sur ce slide, vous pouvez voir les différents test case qu'on a fait ici au site français. Ceux qui sont surlignés en jaune sont ceux qu'on va vous montrer en début d'après-midi tout à l'heure. Donc c'était donc un peu comme ce que disait Oyun Chimeg précédemment. On a donc une vue d'ensemble des différents tests qu'on a testés, donc dans beaucoup de zones différentes, que ce soit en route ouverte, ici sur les pistes à Satori, d'autres à Tecmo. On a beaucoup de types de véhicules qui sont impliqués dans les tests, plusieurs types d'infrastructures, etc. Donc on vous montrera tout ça un peu plus précisément tout à l'heure en début d'après-midi.
Et pour revenir également sur ce qui est de la contribution du site français au corridor Espagne-Portugal, donc c'est vrai qu'Oyonnax a commencé à le mentionner tout à l'heure, et donc voilà, vous pouvez voir quelques photos du véhicule qui est en train de faire ses roulages à la frontière espagnole et portugaise. On a donc pendant toute une semaine une de nos équipes qui faisait des roulages de jour et de nuit, parce qu'il faut savoir que comme on devait les Espagnols, nos partenaires espagnols devaient couper les routes pour pouvoir faire leurs tests sur routes ouvertes pour des mesures de sécurité, beaucoup de tests faisaient de nuit pour être dans des conditions forcément de circulation plus optimales et qui impacteraient le moins la circulation au quotidien, parce que c'est vraiment un corridor. Donc on a un pont qu'on appelle le New Bridge, qui est le pont qui traverse la frontière, qui est une autoroute en fait, et un pont dit le Old Bridge, qui est un pont un peu plus historique, un peu plus ancien, où là il y a beaucoup plus de piétons, de cyclistes et juste des petites voitures la route est beaucoup plus petite, mais on pouvait également donc tester là. Une fois que toutes ces expérimentations sont faites, évidemment, on doit relever les données qui en sont issues en vue de les analyser et de les traiter ensuite au niveau du projet. Donc assez rapidement, donc pour tout ce qui va être mesure de performance, on va avoir toutes les entités communicantes, donc le véhicule, l'infrastructure, qui vont relever des logs de performance des différents systèmes de communication, et ça sur 3 niveaux, sur le niveau access, sur le niveau de réseau, donc le network, et application. Ces logs sont ensuite envoyés au serveur central, dans lequel il y a un KPI manager, donc on va avoir défini des KPI et des indicateurs donc de performance clés, donc ceux qui vont nous intéresser pour nos tests. Ces indicateurs sont ensuite basés sur un cloud, puis stockés dans une database que nous avons développée au niveau du site français, donc la Mongo Database. Voilà, donc là sur ce slide, vous avez une extraction de ce à quoi ressemble la base de données donc locale, ici au site français, qui va relever plein de types de données sur le véhicule, sa vitesse, sa position sur la route, comment est l'environnement autour de lui, s'il y a des obstacles autour. Il va y avoir également des informations du type de messages qui sont envoyés entre le véhicule et l'infrastructure, la fréquence d'envoi de ces messages, leur taille, etc. Et enfin, des informations sur tout ce qui va être fréquence, délai de transmission, latence, etc. Donc tout ça, on le retrouve sur notre base de données au niveau français. Une fois que les données sont relevées puis traitées localement, on va évidemment s'assurer qu'elles sont de qualité suffisante pour être ensuite analysées. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on refait des nouvelles itérations, des nouvelles sessions de tests afin d'avoir suffisamment de contenu pour que ce soit analysé. Et ensuite, donc ce qui va se passer, comme on est dans un projet européen, il a été défini au niveau du projet une base de données commune, un format commun à l'ensemble du projet, pour que tous les sites qui font leurs tests puissent de manière assez uniforme transmettre leurs résultats pour qu'ils soient analysés de manière homogène. Donc voilà, c'est un diagramme en gros pour dire ça. Et une fois qu'on a suffisamment de données, qu'elles sont bien traitées et de qualité suffisante et en quantité suffisante, on les transfère au niveau du projet sur une base de données qui ressemble à ça. Ensuite, le projet et avec les autres partenaires du projet, on envoie au work package, donc dit d'évaluation, qui va se charger de transmettre, d'analyser, de traiter les résultats et de tirer des conclusions, en tout cas les premières conclusions du projet.
Je vais rendre la parole à Oyuna qui va justement vous faire un premier aperçu des résultats d'évaluation des tests qu'on a commencé depuis quelques mois. Donc nous avons fait pas mal de tests, du coup on a des résultats. Les premiers résultats sont sortis, donc je souhaite présenter quelques résultats qu'on a obtenus. Voilà, donc premier type de résultats, ça concerne le test de cas d'usage. Donc on a exécuté le test premier temps sous le réseau 4G et ensuite sous le réseau 5G. Donc on essaie de comparer qu'est-ce qui se passe quand on fait exécute les cas d'usage dans différentes réseaux différents, 4G, 5G. Ensuite, on a aussi regardé la performance de V2X, donc durant le cas d'usage, de test des cas d'usage, le véhicule, l'infrastructure échange différents types de messages V2X, donc CAM, CPM, MCM, etc. Donc on regarde la performance de différentes. La communication V2X, on aussi regarde le charge de traitement au niveau de MEC, parce que MEC doit collecter toutes ces différentes données, le données V2X, données capteurs, il doit fusionner celles-là, ensuite analyser s'il y a risque, etc. Donc il y a pas mal de calculs à faire, donc on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du traitement. Et on a aussi fait des tests sur la solution du multisim. Donc le premier temps, on a fait test en France, sous réseau Bouygues Orange. Et ensuite, on est allé en cette semaine à Portugal pour vrai de réseau de bord. Et là, en France, malheureusement, on ne pourra pas faire roaming, vrai roaming, on ne pourra pas faire entre deux réseaux français. Par contre, là, en Espagne, là-bas, Espagne, frontière d'Espagne-Portugal, on a pu utiliser single SIM pour faire vrai roaming et ensuite pour comparer qu'est-ce qui se passe par rapport à notre solution multisim. Donc, cette comparaison, on a pu faire également. Donc, première chose, le résultat des tests du cas d'usage. Donc, petit rappel, dans le scénario système de supervision, donc MEC, elle recueille les informations comme CPM, etc., aussi des données des capteurs provenant de véhicules et des capteurs routiers. Et ensuite, le système, le MEC, il fusionne ces différentes informations. Voilà, il faut que je montre ça. Il fusionne différentes informations et analyse le risque. Dans les cas, un risque de collision est détecté, on a défini si les times de collision est moins de 3 secondes, hein, donc on peut paramétrer, mais bon, dans notre cas, moins que 3 secondes. Le système de supervision va envoyer le message MCM vers le véhicule autonome pour qu'il change les voies, pour qu'il évite le problème. Voilà. Donc, alors d'abord, il faut que je vous dise que le test est exécuté à Satori, ici, sous le réseau Bouygues, 4G d'abord, ensuite sous le 5G. Donc, le résultat peut être différent si on fait un autre endroit, plus dense, plus d'activité sous les réseaux, parce que Satori ici, quand même, peut charger. Voilà, donc, première chose à dire, c'est là. Comme ça, il ne faut pas prendre cela, voilà 4G délai comme ça, voilà 5G délai comme ça, il ne faut pas prendre ce sens-là. L'idée, c'est juste comparer les deux technologies, pas les valeurs absolues. Donc, en termes de délai, end-to-end délai entre le véhicule et MEC, on a fait en axe horizontal, on a le temps d'expérimentation. Donc, il y a parfois il y a beaucoup de messages échangés, parfois il y a peu de messages échangés, donc il y a d'énormes variations de délai de deux cas, ça c'est sûr. Et ensuite, si on va en moyenne, la valeur moyenne de deux cas, on a eu à peu près 30 millisecondes, c'est pas énorme hein, pour la 4G, par contre pour la 5G, 12 millisecondes. Le valeur médiane, 28,11 et le déviation standard, 9 pour la 4G et 2,3 pour la 5G. Ça, c'est la première chose à faire plutôt intéressante. Mais ça reste NSA, on n'a pas eu
de délai de 3 millisecondes. Ça, on n'a pas vu. Mais on considère, comme j'ai déjà mentionné, le réseau on utilise, c'est un réseau NSA. Le MEC, dans ces cas, c'était plutôt FAMEC. Donc, dans le cas, si on utilise le réseau essai, qui est vraiment contrôlé avec le cœur de réseau 5G et le RAN 5G, on espère avoir un délai plus bas. Aujourd'hui, on n'a pas ces réseaux, on n'a pas pu. Selon les promesses de la 5G, on peut avoir moins de 10 millisecondes et même plus bas. C'est bien ça? C'est la promesse. Et l'idée, c'est qu'on arrive à tester cela. Ensuite, les mecs aussi, si on met vraiment à côté de stations de base, ça pourra aussi changer le résultat. Deuxième point, c'est durant les cas d'usage, on véhicule l'infrastructure échange différents types de messages. Certains d'entre vous connaissez très bien le CAM, CPM, MCM. CAM, CPM, CAM est envoyé par tous les véhicules connectés pour informer leur position, la vitesse, etc. Donc, à peu près périodique. CPM est envoyé par infrastructure et véhicules équipés avec des capteurs pour informer les objets détectés par leurs capteurs. Et ensuite, MCM, comme j'ai mentionné, s'il y a de risques de collision, MCM va être envoyé. Et dans notre cas, on envoie de toute façon MCM. Change, parfois si les risques collectés, l'infrastructure demandera de changer le voie. Sinon, il demande de rester sur le voie. Donc, de toute façon, MCM va être envoyé dans notre cas d'usage. Si on voit le charge de réseau, le débit de différents cas d'usage, on va effectivement très bien, le message CPM est beaucoup plus lourde par rapport au message CAM et MCM parce que justement, celui-là envoyé par véhicule infrastructure équipé avec des capteurs et dire, voilà, j'ai détecté cet objet, pour chaque objet, il va dire de leur position, leur type d'objet, etc. Donc, c'est un message effectivement beaucoup plus lourd que l'autre type de message V2X. Mais si on compare le débit de données des capteurs, c'est beaucoup plus bas. Donc, les capteurs, si on en voit dans notre cas d'usage, LIDAR, on a des LIDAR installés, mais LIDAR, il est lié directement avec fibre optique, donc on n'utilise pas le bande passant de la 5G. Par contre, caméra a été envoyée, les données de caméra est envoyées par véhicule, et on peut avoir entre 10 Mbps et 6 Mbps de données. Alors, à côté véhicule, on a quelques centaines de bytes per seconde, BPS. Alors là, un capteur, si on commence à envoyer des données des capteurs bruts, même si on ne parle pas de LIDAR, LIDAR encore plus lourde, mais même le caméra, ça peut commencer à charger énormément le bande passant. Ça veut dire qu'on a besoin de plus de bande passant. Et là, heureusement, la 5G, heureusement, millimeter wave, etc., on verra comment. Voilà. Deuxième point, le charge de traitement. Niveau MEC, parce que l'intérêt des 5G, la technologie 5G, effectivement, aussi avoir ce calculateur plus près de l'utilisateur et peut faire énormément de calculs pour la perception, pour l'intelligence, les décisions des véhicules. Ça, c'est un vrai intérêt de l'utilisation de la 5G pour la mobilité automatisée. Du coup, quelles sont les charges qu'on peut avoir? Donc, là, ici aussi, on a utiliser un outil Artimaps, peut-être vous connaissez certains d'entre vous, c'est une plateforme, un logiciel pour traiter des différentes informations de capteurs, etc. Et il n'est pas optimisé, bien sûr, c'est un logiciel pour l'expérimentation, ce n'est pas produit pour vraiment intégrer dans le vrai MEC dans 2 ans. Voilà, donc, ça, un vrai logiciel optimisé, etc., on peut avoir la latence, le temps de traitement plus bas. Mais quand même, on a mesuré, on a observé qu'on peut avoir à peu près 7 millisecondes de temps de traitement. La fusion des données, l'analyse de risque, etc., 7 millisecondes de délai, on peut avoir niveau MEC. Parfois, on peut avoir un délai assez grand, en un moment, le calculateur
être chargé. Il y a beaucoup de données, arrivent des capteurs, arrivent des véhicules, il doit analyser. Parfois, on peut avoir des latences assez élevées au niveau du calcul, mais sinon, à peu près 7 millisecondes de délai de calcul. Voilà. De l'autre côté, j'ai montré durant toute la durée des tests, on a démarré à 15 heures et ensuite jusqu'à 17 heures, véhicule roulé, on a exécuté 4 usages en boucle. Et on va, le MCM envoyé, hein, chaque fois, s'il y a les intersections, on envoie des MCM. Parfois, on a utilisé un seul véhicule autonome roulé tout seul. Parfois, il y a un véhicule connecté derrière les véhicules autonomes. Donc, deux MCM sortaient. Parfois, l'alerte de changement de voie, c'est parti rouge, ça veut dire change les voies. Et le vert, ça veut dire juste reste là. Donc, on a des activités de calcul et ensuite MCM dans cette côté. Voilà. Ensuite, je vais parler le résultat obtenu par rapport à la solution du multisim. Donc, comme j'ai déjà mentionné, l'idée, c'est que en utilisant multisim, le véhicule peut connecter 2 réseaux en parallèle, c'est possible, pour réduire la délai de roaming et handover, pour que le véhicule est toujours connecté. Il n'y a pas de période d'interruption de service. C'est ça le vrai objectif. On a testé deux cas. Premier en France, sous le réseau Orange Bouygues, il est énormément des overlaps entre les deux réseaux. Il y avait énormément d'overlaps entre les deux réseaux. Et deuxième cas, entre les frontières d'Espagne et Portugal, il y avait de faibles couvertures de radio. Donc, en France, les tests de handover, donc, on a dû un peu forcer de faire de changements de connexion parce qu'il n'y a pas de vrai roaming. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que première T0, le temps T0, le routeur intelligent est connecté réseau, premier réseau. En T1, deuxième, on connecte deuxième réseau, au deuxième réseau également. Donc, et ensuite, T2 à T2, le réseau, on déconnecte du premier réseau. Donc, entre T1 et T2, on est connecté aux 2 réseaux en même temps. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, on a testé pour 2 types de trafic UDP et trafic TCP. Mais quand on parle de la latence, principalement, on va utiliser UDP. TCP, ce n'est pas très intéressant si les latences et l'objectif. Mais quand même, on a testé de trafic. Donc, ici, alors, là, TCP, c'est le jaune. Et le vert, c'est la partie UDP. Donc, T0, on a atteint les latences par à peu près 50 millisecondes pour TCP, je ne sais pas, 20 millisecondes pour UDP. On a changé le deuxième réseau. Donc, en T1, on a 2 réseaux connectés. On n'a pas beaucoup de changements. La latence à peu près correcte. Ensuite, le moment où on a laissé tomber le premier réseau, T2, on va avoir une chute de latence de ces moments pour les 2 cas, UDP et TCP, mais pour les pénalités de retard à cause de changement de réseau est 30 millisecondes pour UDP, 150 millisecondes pour TCP. Mais, encore une fois, on utilisera normalement UDP pour les cas pour les applications qui nécessitent latence plus courte. On a regardé aussi de la pénalité pour le perte de paquets. Donc, encore une fois, à T1 on ne voit pas changement. Par contre, T2, on a vu 1 à 6% de perte de paquets à cause de ces changements, à cause de laisser tomber les premiers réseaux. Alors, est-ce que c'est grave? Voilà. Du coup, on a roulé le véhicule avec vidéo. Quel est l'impact pour nous, visuellement? Donc, je vais vous montrer une vidéo. Et d'un côté, vous voyez ici la vidéo transmise par le véhicule. Et là, côté gauche, côté droite, vidéo reçue par les serveurs. Okay? Et vous allez comparer
qu'est-ce qui se passe quand on change justement le multisim handover utilisé. Voilà, d'abord, il n'y a pas de handover, hein, pour le moment, il roule tranquillement. Donc, de côté, on a un même niveau de vidéo qualité, c'est à peu près pareil. Et là, on a handover, on est arrivé, vous avez remarqué un moment de perte de paquets, la qualité est un peu dégradée. Donc, c'est ça, à peu près 6% de latence. On a un petit impact niveau vidéo. Ça, c'était c'était en France. Un handover un peu forcé. Maintenant, on a fait test aussi en Espagne, Portugal. On est intéressé surtout, parce que comme il y avait des faibles couvertures, on est intéressé surtout la durée d'interruption de service. La durée où le véhicule n'est pas connecté, ni réseau 1, ni réseau 2. Voilà, c'est ça. Donc, la durée d'interruption. Temps d'interruption de service. Donc, lié au changement de réseau. Premier cas, droite montre le résultat de single SIM. Un vrai handover roaming, parce qu'on a une seule carte SIM. On a eu à peu près 20, attention, secondes, ce n'est pas millisecondes, 20 secondes de temps d'interruption. On a eu en Espagne, Portugal. Encore une fois, c'est un réseau expérimental, faible latence, c'est pas optimisé du tout, mais quand même, on a cette latence, ok? Médiane, c'est 5.5, standard deviation, voilà, 2.75. On a utilisé le solution multisim. On a pu réduire jusqu'à 3 secondes. 4 secondes, 3.7 secondes. Donc, encore une fois, je souhaite vous regarder plutôt la différence par valeur absolue, parce que ça pourrait changer quand on améliore le déploiement, optimiser le réseau, etc., couverture, etc. Mais il est effectivement intéressant d'utiliser multisim, même si 3 secondes restent énormes pour un véhicule autonome. Mais voilà, c'est une possibilité d'améliorer la performance. Voilà, c'est fini pour la session du matin, l'introduction du projet 5G Mobix. Je vais vous, un peu avant de passer de deuxième section, de présentation de différents projets liés au 5G Mobix, je vais vous parler un peu qu'est-ce qui va passer. Ah oui, est-ce que vous avez des questions? Donc Annie Braquemont, Safer Mobility. Oui, quand tu dis, effectivement, on voit en caméra quand tu perds des paquets, voilà, de 1%, okay, 6%, ça commence à faire. Quelle est la répercussion sur justement ton système de diagnostic au niveau de l'alerte risque et de détection que tu as mis avec RTMaps? Parce que là, peut-être ta fusion et ta décision de comportement peut être impactée. Est-ce que vous avez regardé ça? Donc, la test, on a fait, on a vraiment voir l'impact visuel de mail, de comment, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on utilise les vidéos. Dans le cas d'usage, la fusion des données est faite basant sur les messages V2X et de données de capteurs LiDAR, qui est lié directement avec fibre optique. Donc, après, quand même, ça c'est un peu différent. Donc, c'est pas parce qu'on a un paire de paquets niveau vidéo, ça va impacter notre cas d'usage. Non, c'est pas le cas. Mais quand même, qu'est-ce qu'il va passer 6% de paire de paquets pour cas d'usage, surtout V2X, message V2X à utiliser. Donc, si on a 100 CPM envoyés, et le mec a reçu 96 CPM. Est-ce que c'est grave? À mon avis, non. À mon avis, non. Mais reste à tester, mais à mon avis, non. Parce que ce message V2X est répétitif. Il est répétitif. Chaque 100 millisecondes, par exemple, il donne une information à jour. Donc, une fois une paire, un paquet CPM, si on arrive à avoir de paquets qui arrivent après 100 millisecondes après, c'est bon, à mon avis. Mais bon, après, il faut vérifier. Je peux passer
donc comme Eric avait déjà mentionné, à Institut Vidéocom, on fait de expérimentation. Bien sûr, avant d'expérimentation, on développe l'idée, la modélisation, conception, prototypage, simulation, expérimentation. Donc, dans le projet 5G Mobile, effectivement, c'est cette procédure. Aujourd'hui, on va montrer la partie démonstration après la session de la matinée. Ça sera sur le site du Satori qui est je ne sais pas, c'est des Satori. Nous sommes ici à Mobilab, ici, nous sommes ici Mobilab. Après le déjeuner, 13h15, nous allons partir vers le site. Il y aura des agents de sécurité qui vont nous guider et traverser la route. Ensuite, il y aura de tentes de démons statiques et il y a aussi de tentes, de démons dynamiques. Je vais vous présenter. Ensuite, la durée de démonstration, c'est entre 13h30 et 15h. Il y a deux types de démons dynamiques et démons statiques. Démons dynamiques, c'est vraiment le démon de la cas d'usage. Du cas d'usage. Donc, il y aura, on va utiliser 3 véhicules, non, 2 véhicules autonomes et véhicules connectés. On peut avoir de 2 personnes dans chaque véhicule pour voir qu'est-ce qui se passe dans le véhicule. Durant cette durée assez limitée, on peut faire à peu près 4-5 tours de roulage. Ça nous donne à peu près 16-20 personnes seulement dans le véhicule. C'est malheureusement, pas tout le monde pourra être dans le véhicule. Mais il y aura démonstration sous la tente qui montre la vision le MEC, vision de supervision. Donc, il y a des explications de cas d'usage, comment les MEC fonctionnent, comment, etc., etc. Donc, il y a de présentations sous la tente de cette démonstration dynamique. Et il y a aussi de deuxième catégorie des démos, c'est démonstration statique, où on va montrer la démonstration de la solution multisim, la démonstration de ce communication satellitaire. Je n'ai pas beaucoup parlé le résultat parce qu'on n'a pas encore beaucoup de résultats à parler aujourd'hui, et aussi une présentation de solutions qu'on est en train de travailler de la Predictive QS. Voilà, donc deuxième, sous l'attente, il y a une deuxième partie, celle dédiée pour démos statiques.